Tu sais ce qui est pire qu'un meurtre raciste dans un bar miteux, c'est quand tout le monde regarde et personne ne dit un mot, même pas un soupir, juste des verres qui claquent, des yeux qui se détournent et un jeune homme noir à terre, le sang chaud coulant sur le parquet. Ouais, ça s'est passé. Et tout le monde a fait semblant que ce n'était rien. Il s'appelait Malik Dembélé, 24 ans. Étudiant en médecine à l'université de Lyon-Sud, troisième année, majeur de promo, tu vois le genre, le mec qui te donne envie de croire encore en l'humanité. Gentil, posé, brillant, il voulait devenir neurochirurgien. Il voulait sauver des vies. Ce soir-là, il voulait juste décompresser un peu après les partiels. Un camarade de promo, Hugo, un blanc du fin fond de la Drôme, l'avait invité dans un petit bar de campagne, pas loin de chez ses parents. Malik avait hésité. Il connaissait ce genre de coin, trop calme, trop blanc, trop de regards, qui s'attardent pour de mauvaises raisons. Mais Hugo avait insisté, alors Malik y est allé. Juste un jean, un sweat noir, rien d'extravagant, juste lui. Il a roulé pendant plus d'une heure. À mesure qu'il s'éloignait de la ville, les champs remplaçaient les immeubles, les lampadaires devenaient rares, le signal de son téléphone a disparu, et quand il est arrivé juste au coucher du soleil, un drapeau confédéré flottait sur le porche du bar. À peine délavé par le temps, mais bien visible. Il a serré les mains sur le volant, puis il est entré. Dès qu'il a poussé la porte, les discussions se sont tues. Le genre de silence qu'on ne peut pas confondre. Il y avait des regards longs, pesants, pas encore violents, mais chargés. Hugo l'a accueilli avec une table dans le dos, l'a entraîné vers une table au fond, sous une tête de cerf empaillée. Ils ont commandé une bière. Malik ne voulait pas vraiment boire. Il voulait faire acte de présence, sourire et repartir sans histoire. Mais les histoires, elles l'attendaient. Un gars du coin, gueule rougeaude, yeux troubles, s'est levé. Il l'a regardé de travers, a fait tomber exprès sa bière sur le sweat de Malik. Il a souri, un sourire mince, malsain. Perdu, le Parisien, Malik n'a rien dit. Il a juste attrapé une serviette, essuyé son torse calmement. Mais le silence, parfois, c'est une provocation pour certains. Un deuxième gars s'est approché, a murmuré un mot, pas besoin de le répéter ici, juste un mot, lourd comme un siècle d'oppression. Et puis, un coup, un seul, un bruit sec, un flash. Et Malik s'est effondré, au milieu du bar. Le sang a coulé entre les lattes de bois. Le tireur, Baptiste Roussel, est resté debout, le bras levé. Il n'a pas fui, il a reposé l'arme sur le comptoir et a demandé une autre bière. Et le plus fou, c'est que personne n'a bougé. Le shérif du coin, un certain Alain Morel, est arrivé une demi-heure plus tard. A interrogé quelques témoins, tous ont répété la même chose. Il était agressif, le noir. Il a provoqué. Aucune caméra ne fonctionnait ce soir-là, apparemment. Le rapport a conclu à la légitime défense. Mais ce que personne ne savait, c'est qui il venait de tuer. Et surtout, qui il venait de réveiller. Ousmane Dembélé, le père de Malik, ancien agent du renseignement militaire français, spécialiste en contre-espionnage, formation US, disparu des radars depuis 10 ans après la mort de sa femme. Depuis, il vivait seul, retiré dans une maison discrète à la frontière suisse. Le genre d'homme dont les voisins ne savent même pas s'il est encore en vie. Le genre de père qui portait ses blessures en silence, mais qui notait chaque détail. Quand il a appris la mort de son fils, il n'a pas pleuré. Il est rentré chez lui, a sorti un vieux coffre en acier scellé dans le sol. À l'intérieur, des cartes, des noms, des outils et un vieux dossier marqué Spectre. Le lendemain, il était déjà en route. Premier sur la liste, Baptiste Roussel, chasseur régulier. Propriétaire d'une cabane isolée dans les bois, Ousmane l'a observé 3 jours, a étudié ses habitudes, ses armes, ses trajets. Et un matin, à l'aube, plus de Baptiste. Son corps a été retrouvé pendu dans les arbres, la bouche pleine de terre et son fusil scotché dans la gorge. Aucune trace de lutte, aucun indice. Officiellement, suicide. Mais dans le village, les regards ont changé. Deuxième nom, Jérôme, le barman. Celui qui a laissé Malik mourir sans lever le petit doigt. Le bar a brûlé 1 semaine plus tard. Feu d'origine inconnue, Jérôme est mort dans les flammes. Les portes étaient bloquées de l'extérieur, mais Ousmane ne voulait pas seulement la vengeance, il voulait la peur, il voulait que chaque complice dorme les yeux ouverts. Alors il s'est attaqué à ceux qui ont couvert l'affaire. Le shérif Morel, il a reçu une balle. Pas dans la tête, sur son oreiller, posé, comme une signature. Il n'a plus jamais fermé l'œil. Son adjoint, Lucas, retrouvé noyé. Poignets attachés, les yeux ouverts, figé dans une terreur qu'on ne joue pas. Mais le coup le plus déstabilisant, c'est ce qu'il a fait à Hugo.
Le camarade de classe, celui qui a invité Malik, qui a vu et qui n'a rien dit. Hugo a essayé de se racheter, a voulu témoigner, il a enregistré une vidéo, une confession, il l'a envoyée à un journaliste indépendant. La vidéo n'est jamais arrivée, parce qu'Ousmane l'a interceptée. Et quand Hugo est rentré chez lui ce soir-là, son appartement était vide. Pas cambriolé, juste vidé. Sa clé USB, son ordi, ses preuves, disparues. Il a quitté la France 3 jours plus tard. Personne ne l'a revu depuis. Et alors qu'on croyait que c'était fini, Ousmane a envoyé une enveloppe à une élue locale, celle qui avait dit au tribunal que Malik avait l'air menaçant. Dedans, une seule photo. Malik, en blouse blanche, sourire doux, et une croix rouge dessinée sur son visage. Elle a démissionné le lendemain. Tu vois, Ousmane n'avait pas besoin d'exploser des bâtiments pour marquer les esprits. Il suffisait d'une image, d'un silence, d'un regard. Aujourd'hui, ce village a changé. Les drapeaux ont disparu, les moqueries aussi, les gens ferment leurs portes plus tôt. Les enfants ne jouent plus dans la rue. Et dans chaque regard, il y a une question qui flotte. Est-ce qu'il est encore là? Ils ne disent de plus le nom de Malik, mais ils n'ont jamais oublié son visage. Et Ousmane, certains disent qu'il est mort, d'autres qu'il vit dans un garage sous un faux nom, à réparer des moteurs pour quelques billets. Personne ne sait, mais tout le monde se souvient. Alors maintenant, dis-moi, est-ce que c'était de la justice ou juste une vengeance bien emballée? Est-ce qu'il avait raison ou est-ce que ça fait de lui un monstre? Laisse ton avis dans les commentaires. Et si tu connais quelqu'un qui a été broyé par le système, partage cette histoire. Parce que parfois, la justice ne passe pas par le tribunal. Parfois, elle s'invite sans frapper. Et elle fout le feu à tout.